les choses. Alors, moi, quand on a des stratégies de transformation des systèmes, des procédures et tout ça, parce qu'on a été, je trouve que bon, beaucoup de professionnels, des gens que je connais dans cette salle, on est un peu tous là-dessus, d'une certaine façon. Comment on fait évoluer nos pratiques professionnelles aujourd'hui, comment on trouve des solutions innovantes et quoi que ça. On a toujours un peu deux solutions, hein, finalement. Soit on instille partout une déformation pour pouvoir prendre en compte, hein, soit on essaye de faire complètement différemment. Bon. À ce stade-là, je laisse la parole à Christophe Léo. Bonjour à tous. L'Alliance Sens et Économie est une société coopérative d'intérêt collectif qui rassemble des gens de tous horizons, y compris des gens du monde de l'immobilier, d'urbanisme, etc. Mais c'est un accident de parcours, hein, c'était pas un choix. L'Alliance a été créée pour justement être une espèce de phare, d'aimant à tout professionnel, quel que soit son milieu, celui d'entreprise, celui du milieu associatif, le milieu des acteurs publics, ou le quatrième qu'on oublie très souvent d'ailleurs, le milieu académique et de la recherche. Cette coopérative a été créée justement pour permettre à tous les acteurs de ces quatre univers-là, qui finalement constituent les acteurs qui font nos territoires, de se retrouver dans cette volonté commune de co-construire, coproduire des approches différentes, gérer finalement des objectifs, une certaine vision de la société d'avenir dans laquelle on a envie de se projeter en tant qu'humain et en tant que professionnel, qui est basée sur des principes très simples. Le premier, c'est personne n'a les solutions aux problématiques auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, seul. Le second, c'est que c'est bien de créer de la valeur, et on est dans un monde capitaliste qui crée de la valeur économique, c'est parfait, on n'a rien contre ça, bien au contraire. Mais c'est très réducteur de la création de valeur dont on a tous besoin pour se développer personnellement et professionnellement. Et on s'est retrouvé ainsi avec une communauté d'acteurs qui ont envie à la fois de se développer avec les autres dans des dynamiques partenariales, qui à la fois ont envie de créer de la valeur économique et on va dire sociétale, qu'on retrouve assez bien d'ailleurs dans les 17 objectifs de développement durable. D'ailleurs, si vous ne les connaissez pas, n'hésitez pas, c'est une matrice très intéressante pour évaluer finalement comment on crée de la valeur globalement. Et pour l'instant, je n'ai toujours pas parlé du sujet de l'aménagement. Simplement pour que vous compreniez que l'approche que l'on a déroulée dans votre univers, que nous ne connaissions pas, est complètement universelle. C'est juste une autre manière de faire du développement. On fait du développement économique, durable, volontairement, et ce terme développement est important, par opposition à une vision de la société un peu statique, de stock. Nous, ce qui nous intéresse, c'est créer des flux, de la dynamique. C'est ça qui fait de la vie, c'est ça qui crée de l'activité. Et si on inscrit dans cette dynamique de la création de valeur économique et sociétale, eh ben, nous, on s'y retrouve dans notre objectif d'une société qui est créatrice à la fois de profit et à la fois de profit économique et à la fois de valeurs humaines, sociales, environnementales, démocratiques, culturelles, qu'on retrouve dans les 7 objectifs de développement durable. Et on a dû chercher un prétexte pour amener les gens dans les territoires à se mettre autour de la table, donc entreprises, associations, acteurs publics et acteurs académiques, un prétexte pour qu'ils se mettent autour de la table pour essayer de vivre cette expérience finalement de co-construction, de coproduction, de nouvelles formes de valeurs, d'activités, pour créer finalement cet esprit de corps dans les territoires, faire société, faire communauté. Et on est arrivé sur le constat qu'on a un stock considérable de locaux vides, de friches. Voilà. Il y a une perte d'usage dans plein de lieux, que ce soit en centre-ville, en périphérie ou en ruralité. En fait, c'est un mal un peu universel en France. Et il y a une espèce d'unité entre le monde urbain et le monde rural qui finalement est touché de manière différente, mais par le même mal. Et on a eu la chance d'avoir sur notre chemin une première expérience qu'on a conduite il y a à peu près 2 ans et demi de ça, sur une friche militaire, l'ancienne base aérienne 112 à la Couture nord de Reims, qui était en déshérence depuis maintenant à peu près une petite dizaine d'années, pour des raisons très classiques. Et je ne juge personne en disant ça, hein. C'est l'opposition politique, droite-gauche,
l'opposition entre une intercommunalité forte et puis un village qui se sont écrasés par l'intercommunalité toute jeune. Voilà. On est à Reims, il y a le Grand Reims. On est à Reims, il y a le petit village de Courcy qui fait partie du Grand Reims, qui historiquement s'est toujours opposé à la constitution de cette communauté urbaine, avec 2 femmes fortes, une maire d'un petit village et une présidente du Grand Reims, qui est un animal politique, et l'impossibilité de tout projet traditionnel d'aménagement de démarrer dans ces conditions-là. Et on est arrivé avec la vision que je vous ai décrite, et on s'est tout de suite adressé aux élus, on s'est tout de suite adressé à la maire, avec un local de l'étape, un Rémois, qui est ici dans cette salle d'ailleurs, qui est venu nous chercher et nous a rejoints depuis, pour proposer cette dynamique, ce processus dynamique de co-construction d'une programmation sur ces... Alors, on est sur 90 hectares, 50 000 mètres carrés, une quarantaine de bâtiments, la zone vie de cette ancienne base aérienne. Donc il y a des espaces de type habitat, des espaces, des salles de travail, vous avez quelques photos, des espaces de restauration collective. Bref, c'est une petite ville. Hein. Il y avait 3500 militaires sur place quand c'était en activité. Et on s'est retrouvé face à nous avec une population, avec des élus, avec des agents territoriaux, en fait, qui avaient envie de la même chose, qui avaient envie de co-construire, public, privé, sans cette séparation, ce cloisonnement habituel entre les différents acteurs, et qui se sont dit, tentons l'expérience. Tentons l'expérience, ça veut dire également finançons cette expérience. Un village, 1000 habitants, hein, sans aucune aide extérieure, ni de la préfecture, malgré tout le processus de revitalisation de friches, ni de la région, ni du Grand Reims, etc. Je dirais, non pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais parce que les circonstances aussi ont fait que ça n'a pas été possible, et parce que co-construire une programmation en partant de rien, sans être un opérateur, un acteur de l'immobilier connu, l'Alliance Sens Économie, personne ne connaît, hein, et c'est normal, c'était juste vu des opérateurs traditionnels, y compris de la CCI, qui est un aménageur local, comme une aberration, un truc qui allait faire pchit, etc. Ce processus a commencé par, apaiser les acteurs politiques, faire en sorte que la maire et la présidente de la communauté urbaine fument le calumet de la paix. Ça, c'était il y a 2 ans, 2 ans et demi, au mois de juillet. Et effectivement, les 2 femmes ont accepté un pacte de non-agression sur ce sujet-là, nous permettant d'avancer, sachant que si ça débouche, on fait partie du Grand Reims, les réseaux dépendent du Grand Reims, on ne pouvait rien faire sans. L'étape d'après, ça a été créer une dynamique avec des habitants, les impliquer dans cette co-construction, organiser un appel à manifestation d'intérêt. Je vais revenir sur la diapo principale. Voilà, on a quand même un certain nombre de dizaines de milliers de mètres carrés à remplir, et s'est posé la question de sur quoi on va faire l'appel à manifestation d'intérêt. Il n'y avait pas de thématique, il n'y avait rien. Finalement, on est arrivé sur ce qui faisait sens pour tout le monde. Allier sens et économie. La vision d'avenir d'une ville dans laquelle on aimerait bien se projeter, qui est à la fois une ville intelligente, moderne, avec effectivement toute la dimension numérique potentielle, mais surtout inclusive, ne mettant personne sur le bas-côté, personne aussi bien d'un point de vue social des plus démunis, mais aussi personne au niveau entrepreneurial. Cette idée qu'on arrête d'être dans un entre-soi d'acteurs qui ont envie, qui ont une vocation un peu forte socialement ou écologiquement, et qui se disent « Oh là là, pas l'entreprise, surtout pas, c'est pas compatible », ou l'inverse. Et donc on s'est retrouvé avec une communauté d'acteurs locaux, habitants, entrepreneurs, associations, élus, techniciens, qui tous se sont retrouvés dans ce projet de faire émerger une programmation sur une vision un peu utopique d'une ville intelligente, inclusive et durable, avec ensuite des objectifs de développement durable en tâche de fond. Un appel à manifestation d'intérêt a été lancé. Sur cette base-là, on a proposé tout simplement à des potentiels occupants
soit pour habiter, soit pour mettre de l'activité, de se positionner en leur disant très simplement, voilà, il y avait le catalogue des mètres carrés. Au demeurant, il faut dire que l'armée a très bien entretenu l'ensemble des bâtiments et moralité, vous voyez ici sur la photo. Bon, rien n'est aux normes, d'accord. Néanmoins, c'est dans un état tout à fait exceptionnel. Et en termes de réactivation, on peut très vite faire de la programmation de préfiguration en bail précaire, si on veut. Je reviens sur ce qu'on a proposé aux futurs occupants. Venez vous installer sur cette micro-ville pour recréer de la vie ensemble. Et dites-nous, quelle que soit votre typologie d'activité, ce que vous allez pouvoir apporter en termes de création de valeur économique, sociale, environnementale, démocratique, culturelle. Alors on ne s'attendait pas à ce que tout le monde remplisse toutes les cases. Simplement le fait de poser la question, que l'acteur soit une entreprise, un acteur associatif, eh bien, il se pose lui-même la question de qu'est-ce que je veux bien pouvoir apporter. Et je ne viens pas là simplement pour du mètre carré, je viens là pour participer à un projet de développement de territoire, un projet de territoire, ou à un projet qui fait sens pour moi aussi, en tant que professionnel ou en tant qu'individu. Et donc, on a eu une soixantaine de candidatures complètes, d'acteurs très variés, qui ont rempli ce questionnaire-là, et qui ont abouti sur... non, je ne l'ai peut-être pas là, c'est pas grave, je vais vous dire sans les mains, abouti à une programmation, une pré-programmation, qui a été évaluée par à la fois un comité d'experts et à la fois un comité citoyen. Ça a été aussi ce processus partenarial très fort, qui n'a pas du tout été une lourdeur ou un ralentissement. Ça s'est fait de manière assez rapide. En l'espace de 6 mois, tout le processus a été déployé. Ce processus a permis aux citoyens d'exprimer également leur avis sur chacun des candidats. Et on se rend compte que très souvent, ça converge bien avec les avis des experts. Et quand ça diverge, c'est très riche d'enseignements. Et le travail, ensuite, a été fait par l'ensemble des experts et citoyens, et nous-mêmes, sur la mise en synergie de ces acteurs. Il fallait trouver une cohérence quand même, malgré tout. Là, on est dans une programmation qui vient un peu de partout. À peu près 50% venaient du territoire du Grand Est, dont c'est parti le projet, et puis à peu près 50% d'ailleurs. Et on a essayé de trouver les liens en économie circulaire de toutes ces activités-là, et créer finalement des opportunités que les déchets des Indes, par exemple, soient de la matière première pour les autres, etc., etc. Et à la fin, on a une programmation qui nous permet une pré-programmation, parce que c'était un appel à manifestation d'intérêt où personne n'était engagé véritablement, mais qui permet d'avoir une pré-programmation de 80% des 50 000 m² en 6 mois. En 6 mois, on est passé d'une période de presque 10 ans où rien n'a été possible par le processus habituel d'aménagement, promotion, etc. En 6 mois, on est passé à une programmation qui a donné du sens à un territoire, qui a créé une dynamique, qui a apporté de la crédibilité sur ces 90 hectares, un projet de développement de territoire, de développement économique, mais de développement aussi durable, avec une gouvernance volontaire, parce que tout ça a été la préparation d'un travail, d'une manière de travailler ensemble, d'une manière partenariale, dont l'aboutissement, c'est la création d'une structure juridique de type société coopérative d'intérêt collectif, d'aménagement et de développement. Est-ce que ce n'était pas du tout notre intention première? Mais à la fin de ce processus-là, on en arrive là. Donc SCIC, Société coopérative d'intérêt collectif, on pourra s'interroger après sur pourquoi cette structure et l'intérêt. Mais cette structure, finalement, dans laquelle l'ensemble des participants, que ce soit d'ailleurs les candidats à l'occupation de ces 90 hectares, donc le projet s'appelle la Microville 112, donc les candidats à la Microville 112, aussi bien les habitants qui ont participé à ce processus, les élus, les professionnels, tous se projettent pour devenir associés de cette coopérative qui va assurer la mise en œuvre de cette programmation. Mise en œuvre, ça veut dire aussi exercer des compétences d'aménageur, finalement, ou en relation avec des aménageurs, des compétences de promoteur, ou en relation avec des promoteurs. Bref, ça consiste aussi à redéfinir le périmètre d'activité, les fonctions que cet opérateur
alors que François a qualifié entre nous de potentiellement un aménageur alternatif. Mais voilà, c'était effectivement une autre manière de recréer de l'activité quelque part. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait un nouvel objet, un nouvel opérateur potentiellement, basé sur la coopération à la fois des habitants, des entreprises du territoire, des acteurs associatifs et des acteurs publics, et qu'on touchait là une autre manière de créer de la vie. Comme j'en suis du temps qui m'était imparti. Partant de là, c'était il y a à peu près 9 mois, ce dont je parle, la commune de Courcy s'est engagée dans le processus d'acquisition à l'euro symbolique du terrain, qui était avec un accord avec l'armée. Partant de là, nous avons un flux continu de candidats qui souhaitent s'installer sur la microville 112, alors que rien n'a encore été fait. Hein. Et acheter, donc investir. Partant de là, il y a un projet de territoire qui en fait est apparu, qui fait sens. La Banque des Territoires, bien entendu, elle a un projet immobilier assez traditionnel, avec un opérateur qui va être propriétaire des 90 hectares, des 50 000 m², une vraie programmation de 80% de ses surfaces, déjà établie. Bien évidemment, elle se positionne, au moins en accord de principe non engageant, comme elle sait très bien le faire. La Banque des Territoires se positionne à cofinancer, à participer au cofinancement de la rénovation de ces 50 000 m² sur un budget de 35 millions, évalué à 35 millions d'euros. On passe d'une situation stérile à finalement un territoire où l'ensemble des acteurs du territoire qui en avaient envie, je ne dis pas tout le monde, mais ceux qui en avaient envie, se sont retrouvés, se sont projetés dans la création de cette société coopérative d'intérêt collectif comme organe de gouvernance collective, publique, privée, fédérant tous les acteurs qui voulaient participer à cette dynamique pour créer de la valeur économique et de la valeur sociétale. Et effectivement, pouvoir, y compris pour les activités qui viennent s'installer, que chacune puisse s'évaluer selon son impact par rapport à une contribution aux objectifs de développement durable de leur activité sur ce territoire-là. On est vraiment dans une approche, on parlait en introduction, écosystémique. Donc c'est vraiment un écosystème qui s'est fédéré autour d'un projet de territoire et qui, sans attendre un projet immobilier salvateur, qui serait tombé d'en haut par miracle, finalement s'est retroussé les manches et en l'espace, on va dire, d'une année, a réussi à faire ce qu'il avait été impossible de faire en 10 ans. Bon, on voit bien que, comment dire, le déblocage, d'une certaine façon, parce que les acteurs, on propose une forme d'organisation aux acteurs, hein, et on les associe au projet, et ils produisent le projet. Bon. Pourquoi la SIC? On peut aussi réunir les acteurs dans des tas d'autres configurations autour des outils même classiques de l'aménagement. Enfin, je ne suis pas faire du tout. Mais est-ce que la SIC est en elle-même porteuse de quelque chose? Parce que c'est le fait que c'est une coopérative. Qui est membre de la SIC déjà, pour commencer? Peut-être qu'il faut préciser ce que c'est le SIC. Hein. Moi, je ne sais pas. Oui, ça, je vois qu'il y a des gens qui hochent la tête. Bon. Donc, il faut un tout petit peu de pédagogie là-dessus. Qui aujourd'hui connaît suffisamment bien la SIC? Levez la main juste pour... Pas beaucoup. Alors, une SIC, c'est quoi? C'est une entreprise. Voilà, j'ai fini. Non, presque. Avant tout, c'est une entreprise. C'est une entreprise comme les autres, mais qui porte les valeurs que j'ai introduites. Une entreprise où on doit tout associer, se considère comme un coproducteur de cette entreprise. Le terme de coproducteur, il est intéressant. Ayant en tête un film. Pour faire un film, il faut un bon scénario, une belle histoire. Il faut un bon réalisateur. Il faut de bons techniciens, de bons comédiens, des financeurs, qu'on appelle aussi des coproducteurs, un chef d'orchestre, coproducteur exécutif. Bref, on voit bien qu'il y a une diversité de profils d'acteurs qui, individuellement, ne peuvent pas faire de film. Ensemble, peuvent le faire. Après, la question de comment ils se répartissent la valeur et les bénéfices sur un film, c'était un autre sujet. On va arrêter là la comparaison. La SIC, c'est ça. La SIC, c'est ce qui permet de faire le film d'un projet de territoire.
ou d'un projet de développement de filière. C'est une démarche entrepreneuriale, avant tout. Donc ça, c'est une entreprise comme les autres, qui a la particularité d'être une société coopérative d'intérêt collectif, SCIC. Tous les mots sont importants. Société, donc entreprise, coopérative, ok, très bien, on est tous autour de la table à égalité de dignité, comme on dit, avec une particularité, c'est que vous apportiez, accrochez-vous, 1 million d'euros ou que vous apportiez 100 euros, si la part est à 100 euros, vous aurez un droit de vote, ouais, attention, un droit de vote dans un collège d'associés, parmi les collèges qui existent, chaque collège pouvant détenir entre 10% et 50% des droits de vote. Vous voyez là qu'il y a une boîte à outils assez souple, où personne ne peut avoir la majorité absolue seul. On ne peut pas avoir plus de 50% dans un collège. Et où, finalement, on peut construire les collèges intelligemment, avec le législateur nous a obligés à avoir au moins 3 collèges, dont 2 qui intègrent, et c'est une révolution, forcément les clients ou les bénéficiaires. Donc on est en rupture avec l'idée de l'entreprise client-fournisseur. Les clients sont associés de l'entreprise dont ils sont clients. Ça change tout. Et qui intègre également ce qu'on va appeler les coproducteurs, c'est-à-dire tous ceux qui font l'offre de l'entreprise, qu'ils soient salariés internes ou qu'ils soient fournisseurs de la société coopérative d'intérêt collectif. Et encore une fois, on rompt complètement le schéma habituel client-fournisseur. Et ça change tout dans les relations entre les parties prenantes. Le 3e collège obligatoire est libre, on peut faire ce que l'on veut. Donc on a cette gouvernance partagée, cette boîte à outils qui induit des relations qui sont partenariales et non pas client-fournisseur. On a aussi une autre particularité très intéressante, que les actionnaires peuvent être, les associés peuvent être aussi bien privés que publics. Vous pouvez avoir dans votre entreprise coopérative d'intérêt collectif des villes, des régions, l'État, n'importe quelle structure publique peut être associée au même titre que n'importe quelle personne physique ou personne morale de droit privé. Ça aussi, ça change tout, surtout quand on est dans un projet de territoire. Ça veut dire quoi dans le cas de la microville 112 par exemple? La SIC d'aménagement-développement de la microville 112 va pouvoir avoir à son capital Courcy, le village, éventuellement le Grand Reims, éventuellement la région, qui maintenant a monté une task force pour accompagner le développement du projet, éventuellement l'État, enfin, voilà, vous avez compris. Il y a une petite contrainte, malgré tout, sur les collectivités territoriales qui ne peuvent pas détenir plus de 50% de la valeur du capital. Et gardez dans l'idée que ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir public-privé dans son capital. Et que Courcy peut apporter au capital n'importe quel bien en nature. Et ils vont récupérer à l'euro symbolique 90 hectares, 50 000 m² de bâti, valorisés à 4,8 millions dans les domaines. Ils vont donc pouvoir apporter au capital de la SIC en nature, sans aucune autre formalité. Ce qui va mettre finalement l'aménagement, le processus d'aménagement et développement de ces 50 000 m², de ces 80 hectares, dans le droit privé, avec une plus grande souplesse justement sur les processus que l'on peut mettre en œuvre. Des questions? Ah oui, bonjour. Vous parlez de... Chacun se présente. Ouais, pardon. Raphaël Oyel, urbaniste. Vous parlez de clients, et en fait, je n'arrive pas à voir dans ce cadre-là précis. Si vous pouvez juste un peu... Alors, je ne sais pas, le degré de confidentialité qu'il peut y avoir. Non. Les clients de la SIC, on va dire de la microville 112, ce sera en premier lieu ces locataires. Voilà, donc c'est tous les occupants qui ont candidaté pour être locataires sont à mettre dans la catégorie client. Puisque le modèle économique finalement de cette SIC, de développement territorial, de co-développement territorial, c'est un modèle économique d'exploitation immobilière. Après, cette SIC peut développer d'autres services
puisqu'elle a pour vocation à être une structure de mutualisation de moyens pour permettre aux acteurs déjà de la microville et au-delà de se développer ensemble, de créer de la valeur ensemble. Donc on est vraiment dans un vrai moteur de développement économique et sociétal, impliquant les acteurs avec en premier lieu ce noyau d'occupants. Alors parmi les occupants, pour en citer les candidats à l'occupation, on en est là, mais qui montrent bien leur dossier. On a par exemple la Chambre des métiers et de l'artisanat qui a candidaté pour faire son prochain centre de formation et d'apprentissage sur le site. On a une école, on a un centre de formation de reconversion professionnelle de sportifs. D'ailleurs, c'est l'occasion de dire que s'il n'y avait pas vraiment de thématique au départ, à la fin, il y a une couleur dans la programmation d'acteurs qui viennent beaucoup de la formation. Et ces gens-là, puisqu'on les a fait travailler un peu en économie circulaire et dans une logique de co-construction, en travaillant avec eux, en les mettant autour de la table, on se rend compte qu'ils ont tous envie, ils sont tous frustrés du système de formation actuel, ils ont tous envie, en fait, de se donner comme objectif, dans la micro 812, eh bien, de concevoir ensemble, de co-construire ensemble ce qu'ils ont appelé un nouveau système de formation tout au long de la vie. De l'école, primaire, lycée, jusqu'à la formation continue des professionnels et des seniors. On a en fait, de tout ça, on a des candidats à l'occupation sur la microville qui couvrent l'ensemble de cette chaîne. Et donc ils se sont dit, puisqu'on est là et qu'on partage cette volonté, imaginons qu'en plus de nous installer, on va se donner comme objectif, qui va être piloté par la SIC, de co-construire et d'expérimenter un nouveau système de formation tout au long de la vie sur ce territoire. Merci. Autre question? Moi, je suis journaliste et je m'intéresse à l'agriculture urbaine. Je voulais savoir justement sur ce projet-là, quelle était l'installation potentielle de permaculture, Il y a effectivement, il y a eu des candidats qui ont été retenus sur de l'agriculture, du maraîchage, de la permaculture. Donc ça, puisqu'on a effectivement sur le haut de la base, il y a des terrains cultivables et sur le bas aussi. Je ne saurais pas vous en parler plus que ça, mais des réflexions sur la biodiversité, des réflexions sur comment on peut filtrer les eaux, utiliser le potentiel naturel que l'on a sur cette emprise foncière pour développer des produits qui peuvent aussi alimenter des systèmes d'énergie peu polluants, etc., etc. Il y a la question de l'énergie, effectivement, chauffage et production d'énergie à la clé ici. Aujourd'hui, on a vu une communauté d'acteurs pour habiter, une communauté d'acteurs pour travailler, une communauté d'acteurs pour exploiter les ressources naturelles qui ont candidaté et qui nous rejoignent progressivement. Et il faut savoir qu'à côté, il y a un très gros projet, on va dire qu'on est un peu sur la ville de demain, la ville du futur, économique et durable. Et il y a à côté un très gros projet de la ferme du futur, avec la Chambre d'agriculture de la Marne, tous les gros acteurs de la bioéconomie qui sont là. Donc il y a aussi un dialogue qu'on est en capacité de créer, faisant la passerelle entre des acteurs qui sont plutôt sur du maraîchage et de la permaculture, et puis de gros acteurs qui sont un peu loin de tout ça, du milieu agricole traditionnel. Et voilà, nous, c'est les rôles, on aime bien ces rôles de passerelle pour réussir à faire changer les pratiques. Sophie. Moi, je trouve très intéressant cette expérience. Ce que ça m'inspire, c'est en définitive, quand on ouvre le champ des possibles, quand on ouvre la possibilité, et par exemple avec toutes les friches, il y a un champ incroyable, ce que vous disiez. Et notamment, il y a des collectifs quand même qui se montent, il y a toutes les activités culturelles, associatives, les habitants qui se regroupent pour monter des projets, et notamment, bien entendu, dans tout ce qui est transition écologique. Mais ça donne des projets formidables. Et en définitive, sur un territoire, on s'aperçoit qu'on a des tas de ressources pour peu qu'on
sorte un peu des schémas traditionnels, effectivement, et on a des tas de ressources et de potentiels et de gens qui sont prêts à faire des choses. Alors, pas toujours dans les cadres qu'on a préparés, c'est ça qui est intéressant. Moi, je crois beaucoup à l'urbanisme qu'on appelle l'urbanisme transitoire, par exemple, hein, qui moi, je trouve que ça ressemble un peu dans l'approche à ce genre de choses. Et sur les projets d'aménagement, laisser ce champ des possibles sur ce type de démarche, ça marche à chaque fois, quoi. Et le principe des AMI marche, fonctionne, etc. Ça veut dire que les habitants, ils sont en fait eux-mêmes tout à fait porteurs des projets. Et malheureusement, dans notre façon d'aménager, eh ben, on va chercher l'habitant ou l'association très tardivement. Alors qu'en définitive, dès le début, il ne faut pas hésiter à aller les interroger, à les faire participer, à coproduire le projet avec les usagers, en fait, qui ont la meilleure expérience. En définitive de ce qu'est leur territoire. Ils en sont non seulement les producteurs, mais après c'est eux qui en auront la gestion en fait des projets. Tout à fait d'accord avec cette analyse-là. Je vais en profiter pour ouvrir un peu le champ des possibles. Donc là, je vous ai illustré un cas. Oui, juste 3 diapos. Voilà. La problématique de vacances immobilières, vous la retrouvez partout en France. Là, vous avez Cœur du Jura. On est 3 centres-bourgs avec de la vacance de centre-bourg. Alors, on est sur une vacance diffuse. Il y a 26 000 m² de locaux très variés qui sont aujourd'hui en préparation dans le cadre... C'est un peu Cœur de Jura et c'est un peu Cœur de Ville. C'est un peu Cœur de Ville dans les bouloirs. Voilà. Alors bon, allez, parlons de Cœur de Ville. Voilà, Saintes, qui est dans l'action Cœur de Ville. Là, il se trouve que c'est ma ville d'origine en plus. J'y suis retourné un peu par hasard dans ce cadre-là. Eh bien, il y a de la vacance de centre-ville et une dynamique, pareil, avec une création d'une site de co-développement qui est en train de se mettre en œuvre pour porter cette dynamique partenariale. Le Sicoval, là, on est sur communauté d'agglo sur le sud-est, à la périphérie de Toulouse. Donc, encore une fois, une problématique de dynamique, de comment on se dote d'une gouvernance pour faire travailler les acteurs ensemble, faire communauté. Là, pour le coup, l'enjeu est moins la vacance et la friche et l'aménagement. D'ailleurs, c'est la société d'aménagement Enova qui est aux commandes du dispositif. Elle n'a pas trop de problème de friche. Elle a en revanche un problème de comment on fait travailler les gens ensemble et comment on les fait travailler sur l'aménagement, non pas de l'espace physique, mais de l'espace numérique. C'est assez intéressant comme évolution. Et enfin, et c'est un message que je veux là vous faire passer, c'est que ce dispositif, vous avez compris, hein, sur Reims, qui est le plus avancé, les autres sont en cours, on y allait en franc-tireur. C'est-à-dire qu'on a demandé l'autorisation à personne, on l'a fait avec le petit village, mais aucun aménageur, aucun opérateur immobilier n'était là. Simplement ce modèle, qui a été en fait conçu dans les années 2009-2012, hein, donc c'est pas un truc qui est sorti du chapeau. Ce modèle, on l'a mis en œuvre pour en faire une démonstration et faire en sorte ensuite, dans la relation qu'on entretient avec les opérateurs immobiliers, faire en sorte qu'ils intègrent ça dès le départ dans leur projet immobilier. Et là, on est très content d'avoir été lauréat dans Inventons la métropole du Grand Paris 2 sur le projet ETA avec Bouygues Immobilier, qui dès le départ a inscrit donc comme organe de gouvernance pour animer une relation partenariale avec l'ensemble des acteurs du projet, une cible de co-développement qui assure en fait la préfiguration immobilière, qui va intégrer une période, alors que d'autres appelleraient de l'urbanisme transitoire, que nous appelons de la programmation de préfiguration. L'urbanisme transitoire, de notre point de vue, on en a fait, hein, ça a été notre dernier galon d'essai avant de se lancer dans cette aventure-là. C'est une impasse. L'urbanisme transitoire, ça recrée de l'entre-soi. Allez, la réalité c'est ça et c'est dommage. De l'entre-soi, soit associatif, culturel, soit associatif social, soit les deux. Mais rarement le monde associatif dans sa globalité, le monde de l'entreprise dans l'acceptation de ce qu'est l'entreprise, y compris le fait qu'elle fait du profit. Donc c'est cette vraie mixité-là en fait qui est l'enjeu dans les projets immobiliers. L'enjeu d'un projet immobilier, c'est pas d'installer une boîte, c'est de créer un vrai moteur de développement économique durable à partir d'un projet immobilier, à partir de la boîte. Et pour faire ça, il faut qu'il y ait une animation, il faut catalyser les acteurs du territoire, en commençant par les acteurs du projet immobilier, autour de ce projet immobilier,
Et là, par exemple, sur celui-ci, il va y avoir, de mémoire, 800 mètres carrés d'espace avec un AMI qui vont être occupés par des acteurs entrepreneuriaux, associatifs, ESS, etc., mixité, et qui vont donner lieu, qui vont alimenter la programmation définitive. Et c'est là où on est en rupture avec la notion d'urbanisme transitoire. On ne fait pas du transitoire, on préfigure de nouveaux usages et on s'appuie sur les ressources du territoire, les acteurs du territoire, qui sont la création de valeur est là. On s'appuie sur eux pour les valoriser déjà. Ça permet d'avoir des espaces dans des conditions très intéressantes pour se développer et pour les intégrer dans la programmation définitive. On a la même chose sur Saintes. Voilà. Cette fois-ci, c'est avec Link City. Link City, du groupe Bulle Construction. Même dynamique. Voilà, donc tout ça, le message que je voulais vous faire passer par ces illustrations-là, c'est qu'en réalité, cette nouvelle manière de pratiquer, c'est effectivement nouveau. Mais c'est un modèle de développement de projets d'aménagement et d'immobilier qui, on en est convaincu, d'ici 5 ans, en fait, sera dans les cahiers des charges et va faire évoluer les pratiques de nos métiers. À ce point que, dans le cadre du programme investissement d'avenir de l'État, on a déjà vu un projet de développement d'un territoire, on n'est pas vraiment sur l'aménagement, mais c'est le même esprit, qui a été rejeté parce qu'il n'avait pas laissé suffisamment de place, justement, à une gouvernance partenariale qui leur avait été annoncée. Et donc on voit qu'au niveau de l'obtention de financement, et ça va bien évidemment s'appliquer sur l'aménagement et l'immobilier, des financements vont être de plus en plus conditionnés à la mise en œuvre d'une vraie gouvernance partenariale publique-privée à partir des projets d'aménagement et des projets immobiliers. Merci. Autre question? Pierre Bécard, RATP. Quelles sont les limites pour passer de l'AMI au marché public? Parce que réinventer la Seine, ça n'a pas été un succès sur toute la ligne. Qu'est-ce qui a été mal fait? Quelles en sont les limites? Question. Oui, bonjour, Dan Osba, direction du développement économique de la ville de Paris. Pour bien comprendre l'originalité de votre démarche, en quoi est-ce qu'elle diffère d'une tâche peut-être un peu innovant mais plus familier pour dans l'aménagement? Par exemple, vous associez les acteurs à travers le site, mais vous auriez pu créer, suggérer la création d'une SPLA ou même mieux d'une CEMOP aujourd'hui. On a quelques exemples qui commencent à voir le jour, destinés à l'aménagement d'un secteur. SPLA, tout le monde connaît, CEMOP, peut-être tout le monde. Ah oui, alors c'est des déclinaisons de sociétés d'économie mixte. Le rôle de monsieur Voyal. Pardon, des déclinaisons de sociétés d'économie mixte, si vous voulez. Alors après, on peut faire varier le curseur en termes d'actionnariat et aussi le curseur en termes de périmètre d'intervention. Et donc, je pense notamment effectivement en termes de CEMOP. On a quelques exemples aujourd'hui de ça dédié à une opération unique. Voilà, en quoi est-ce que c'est très différent ou pas très différent? Alors, d'autres questions? D'autres questions. Alors je vais commencer par cette partie. Oui. Pour aller jusqu'au bout là, sur les clients, du coup on dit que la ville de Courtry, c'est ça? Courcy met 5 millions sur la table puisqu'elle met son capital en nature, oui. Et qui ne peut pas avoir plus de 50%. D'accord, en nature. Oui, mais elle ne peut pas avoir plus de 50%. Donc il y a quand même des acteurs qui ont mis 5 millions sur la table. Et la Banque des Territoires, elle a repris au capital ou elle... Bien sûr. Alors, que ce soit en prêt ou en apport en capital, effectivement, il y a un montage financier. Le budget est estimé à 35 millions d'euros sur la rénovation des 50 000 m². Donc, il y a effectivement, sur ce budget-là, il y a forcément du cash qui rentre en capital et en emprunt dans la structure. Donc, c'est vraiment... Projet, Pardon? sans projet, puisque c'est au moment où on structure la société. Alors avec une pré-programmation de 80% de remplissage. Ça convainc pas mal. Ouais, c'est un peu une façon de faire la mayonnaise là. Ah bah oui, on est en train de prendre quoi. On a 80% de remplissage, c'est beaucoup plus facile que quand on avait zéro. Personne, pas de projet de territoire, pas l'État, pas la région, pas la Banque des Territoires qui sont là à dire ah ouais quand même vous avez réussi à faire ça, bon maintenant on va financer.
Alors sur la SIC, pourquoi? Alors c'est pas une structure juridique magique, hein. Voilà, ça en est une parmi d'autres. Pourquoi on considère qu'aujourd'hui en France, c'est celle qui correspond le mieux à ce dont on a besoin pour apporter une gouvernance à un projet partenarial, on va dire. Au-delà des éléments techniques, hein, juridiques, financiers que j'ai évoqués tout à l'heure. Mais parce que on a cette structure juridique doit être comprise par des gens qui viennent du monde de l'entreprise, des gens qui viennent du monde ESS et de l'association, économie sociale et solidaire, merci, des gens qui viennent du monde public et des gens qui viennent du monde académique également. Et les habitants. Et les habitants, voilà. Habitants actionnaires. Exactement. Aujourd'hui, le plus petit dénominateur commun de tout ça, c'est en fait une structure de type entreprise. Et quand j'ai commencé par dire que la SIC c'était une entreprise, le BABA, il est là. On est dans une structure agile, parce que c'est une entreprise qui ne dépend pas des marchés publics. On est sur une entreprise qui peut avoir en associé du public comme du privé. Et il ne faut pas se leurrer, aujourd'hui on est quand même dans un monde où il y a une défiance entre tout le monde, à tous les niveaux. Elle peut se voir confier un contrat d'aménagement. C'est une entreprise comme une autre qui peut avoir les mêmes contrats que n'importe quelle entreprise. À qui on peut passer sans appel d'offres? Ah non, c'est une entreprise comme une autre. Donc, s'il y a un marché public, elle peut candidater. Le représentant, si c'est la ville de Courcy qui fait un marché public, par exemple, je dis cas d'école. Et la ville de Courcy peut passer un marché? Elle peut passer un marché avec la SIC, sauf que la délibération ne peut pas participer l'élu qui va représenter dans la SIC la ville de Courcy. Voilà. Il y a des règles classiques en réalité, hein, il n'y a rien d'extraordinaire. Je reviens sur la notion de défiance. Aujourd'hui, le problème que l'on a, c'est que quand vous voulez mettre autour d'une même entreprise commune, des commerçants, j'étais à Saintes avec les commerçants de Saintes, j'ai vécu pendant 2 jours, des commerçants, des entreprises, petites ou grandes, des associations, des entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire, avec l'acteur public, la ville, avec qui ils ont des relations plus ou moins sympathiques, historiquement, on constate dans tous les territoires que de toute façon, plus personne n'a confiance en plus personne. Donc si vous les mettez dans une CEMOP ou quelque chose de compliqué comme ça, ils vont vous dire, comme je l'ai entendu hier, ouais, enfin c'est comme d'habitude. De toute façon, c'est la ville qui va tout décider et on sera, comme d'habitude, maltraité. On parle de maltraitance. À Courcy dit la même chose du Grand Reims, hein, sur certains aspects. Donc voilà, je ne jette pas la pierre publique-privée ou quoi que ce soit, c'est juste on constate qu'aujourd'hui, dans les pratiques des relations professionnelles, qu'elles soient dans le monde public ou privé, on ne peut pas vraiment dire qu'il y ait une forme de bienveillance ou de correction qui fasse que les relations soient bonnes. Donc il faut une structure juridique qui soit acceptable par tout le monde, compréhensible par tout le monde, et aujourd'hui l'entreprise c'est ce qui est le plus polymorphe à ce niveau-là. Et la SIC a l'avantage d'être visible aussi bien du monde de l'entreprise comme une entreprise comme une autre, c'est une SA, une SAS, une SARL, et qui est complètement acceptée par le monde associatif et l'économie sociale et solidaire, parce qu'elle appartient à l'économie sociale et solidaire. C'est une structure juridique que le législateur a créée en 2001, dans le cadre justement du développement de l'économie sociale et solidaire. Pour les acteurs publics, ça ne leur pose pas de problème, et pour les acteurs académiques non plus. Donc c'est vraiment cette analyse-là qui nous a amené à la SIC, plus le fait qu'au niveau de la gouvernance, tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Oui. J'ai pas répondu à la question de monsieur RATP sur... alors déjà, je ne vais pas juger de ce qui a bien ou pas marché. Voilà. On n'est pas du tout donneur de leçons. Chaque territoire étant différent, ce qui va marcher dans l'un ne va pas forcément marcher dans l'autre. En revanche, on peut apprendre de chaque expérience de co-construction, de développement, ainsi de ces cycles de co-développement. On peut progressivement tirer des enseignements sur les conditions de réussite, maximiser les conditions de réussite ou pas. Ce qui est certain, c'est que la co-construction et le co-développement, c'est ce dont on parle là, avec une gouvernance sous forme de SIC, ce n'est pas de la concertation. La concertation, voilà, j'ai entendu quelques expressions dans la salle, je ne vais pas m'appesantir sur la pratique de la concertation, mais on est à l'antipode de la concertation.
Et on est dans un processus qui à la fois implique les acteurs en co-construction de nouveaux usages pour des espaces en déshérence ou sous-utilisés, mais surtout on les met en perspective de coproduire la suite, la mise en œuvre, et ça change tout. Et c'est peut-être là l'enseignement qu'on peut tirer. Tant qu'on est dans de la programmation un peu théorique, et je l'ai vu en participant à des candidatures sur des projets comme Inventons la métropole du Grand Paris, on a été intégré dans plusieurs, c'est la première qui a gagné. C'est vrai que n'étant pas du milieu, j'ai été un peu sidéré de constater qu'il y avait beaucoup de projets qui démarraient sans avoir de vraie programmation. Ils avaient des intentions de programmation, mais en fait, bon, c'est de l'affichage plus qu'autre chose. Et puis, ils se disent, ouais, une fois qu'on l'a, on y arrivera. Et ils y arrivent, en général. Peut-être pas toujours. Et peut-être qu'effectivement, dans les appels à projets précédents, il y arrive, mais pas forcément à la hauteur des attentes. Là, on est dans un processus différent, qui a pour vocation, effectivement, à impliquer les gens de bout en bout, en sachant que ceux qui sont là au début ne seront pas forcément ceux qui seront là à la fin. Mais néanmoins, il y a une vraie dynamique, et ça renforce, chaque étape renforce en fait la dynamique. Et à la fin, on arrive d'un projet qui n'avait personne autour de lui à un projet qui est soutenu par les acteurs du territoire, aussi bien publics, institutionnels, que privés. Et c'est sans forcer. C'est juste parce que la dynamique emporte l'adhésion. Oui, alors, rapidement, une ou deux questions, même si on passe quand même aussi à la troisième partie du débat. Oui. C'est pas tout à fait une question. Je m'appelle Yves Dessuan, je suis architecte programmateur depuis trop longtemps. Je suis issu d'une école et d'un milieu dans lequel on nous faisait lire à l'école, on nous faisait lire manière de penser l'urbanisme de Corbu, dans lequel le top-down, comme le disait Gérard tout à l'heure, s'exprimait de la façon la plus puissante possible, où les grands décideurs prenaient une décision sur comment il fallait aménager la ville, point barre. Alors, en fait, dans la question de réinventer la scène, et même dans la question de la structure juridique, je trouve que ces questions sont extrêmement intéressantes parce qu'elles posent la problématique de la philosophie de ce que vous faites par rapport à ce qui se faisait avant. Et tout bêtement, moi, ce que je ressens, au niveau individuel et de pratique professionnelle, c'est que là où vous êtes innovant, autant dans l'approche économique que dans l'approche du développement durable, dans l'approche de cas concrets développés d'une manière très spécifique, c'est que le cœur, la matière première, la pâte à modeler sur laquelle vous travaillez toute la journée, c'est les acteurs locaux, c'est le territoire, c'est le terrain. Donc on sent bien que tout ce qui va émerger justement. C'est quelque chose qui va sortir d'une analyse d'un contexte. Réinventer la scène, c'est juste l'inverse d'une analyse d'un contexte. C'est égrener un certain nombre de sites, le long de la Seine, ou dans Paris, par exemple, c'est réinventer Paris, mais c'est la même chose, sauf que Paris a une autre activité commerciale nettement supérieure, donc il y a plus de chances que ça fonctionne. Mais en tout cas, égrener des sites, imaginer que des promoteurs associés à des acteurs et des architectes vont y faire des propositions et qu'on choisira la proposition la meilleure pour le site sans avoir étudié le contexte social, ça n'a évidemment pas la même philosophie que ce que vous avez fait à Courcy. Donc je pense que cette forme de projet, cette forme d'analyse, cette forme de manière de pousser les projets du bas vers le haut en faisant sourdre ce que le terrain est capable d'exprimer lui-même, c'est à la fois extrêmement intéressant pour quelqu'un qui vient du vieux monde, et en même temps, je pense que c'est là-dessus que l'innovation porte. Enfin, c'est ça qui est innovant. Ça paraît, vous en parlez comme si c'était naturel, mais ça ne l'est pas. Ça l'est d'autant plus pas qu'on continue de voir aujourd'hui des grandes métropoles qui pensent que réinventer la métropole, c'est définir des territoires et les laisser entre les mains de gens qui vont décider pour les populations locales s'il vaut mieux y mettre un équipement culturel associé à du coworking, associé à... Donc voilà, je voulais juste faire cette remarque. Je suis enthousiastement bluffé de ce que vous racontez. Merci. Merci. Oui. Juste une question. Parmi les acteurs qui sont impliqués dans le SIC, est-ce qu'il y a des acteurs du monde industriel, au-delà des commerçants, parce que ce sont des acteurs souvent difficiles à impliquer? Alors aujourd'hui, Yoko représente le Rameau, qui est un laboratoire empirique de la co-construction territoriale, auquel on participe en tant que ce qu'ils appellent les catalyseurs territoriaux. Et on met en pratique cette vision, justement.
Aujourd'hui, on n'a pas encore véritablement de gros acteurs industriels qui s'est inscrit dans un projet de SIC. On a des acteurs industriels de moyenne taille, de production de bière, par exemple, de bière locale. Voilà. Mais on a des opportunités de gros industriels dans le domaine du recyclage et de la valorisation des déchets. Et dans tous les cas, la règle du jeu, elle est toute simple. Si on veut s'installer sur un territoire dans lequel on intervient en faisant émerger une SIC de co-développement territorial, il faut venir non seulement parce qu'on a envie de donner un nouvel usage à une friche, par exemple, mais aussi pour s'inscrire dans le projet du territoire qui est porté par cette SIC et donc en devenir associé. Donc c'est vraiment un processus qui fait que même les gens qui peut-être sont très loin de tout ça, être associé, hein, ça ne veut pas dire mettre de l'argent, ça veut dire avoir une part, par exemple. Hein. Mais le fait d'en être, ça change tout. Et ça donne à la fois des opportunités de développement, une acceptabilité du territoire par rapport au développement de son activité. Ça donne aussi des engagements vis-à-vis des autres et surtout des opportunités de créer des synergies, des nouveaux partenariats. Et finalement, c'est attractif même pour de gros industriels, sur le principe. Donc, on s'en reparlera dans un an, mais on voit, et on le pratique sur nous-mêmes déjà, que finalement, quels que soient les horizons des acteurs, dès lors qu'ils sont authentiques dans leur adhésion à cette vision, finalement, de la co-construction, de valeurs économiques, sociétales, et on sait bien que les entreprises aujourd'hui ont des obligations de responsabilité sociétale et vis-à-vis des objectifs de développement durable. Donc, finalement, qu'elles le fassent un peu contrainte au départ et par conviction ensuite, c'est du moins ce qu'on espère, s'inscrire en tant que sociétaire d'une SIC de co-développement parce qu'on s'installe dans un projet qui est porté par cette SIC, c'est assez naturel en fait. Encore une fois, c'est un processus. Dans notre cas, nos associés nous rejoignent après avoir fait émerger des SIC de co-développement dans leur territoire. On se construit comme ça, pas à pas, territoire après territoire, dans un processus d'intégration des acteurs, quels que soient leurs horizons. On a des gens qui sont des autodidactes, des gens qui sont des anciens du ministère, des gens qui sont des anciens développeurs économiques. Et finalement, quel que soit leur tropisme, dès lors qu'ils ont adhéré à cette vision, ce projet de société, et à cette manière de le faire, qu'on a une expérience de travail ensemble, de partenariat finalement, de production ensemble, eh bien, une fois qu'on s'est rendu compte qu'effectivement les valeurs sont vraiment là dans la mise en œuvre, on parle de ça. Les gens intègrent en tant qu'associés la SIC que nous sommes. Bon, on peut passer à la troisième partie du débat. Là, on voit bien